bonjour à tous. Bienvenue à notre série de webinaires, notre cycle de webinaires Made in France et ailleurs. Ce soir, nous avons la chance d'avoir deux invités d'exception, donc France Troppenars et Jérôme Dumetz, qui vont nous parler de coronavirus et management, analyse interculturelle. Nous avons donc beaucoup d'autres séminaires aussi, un programme, webinaire, un programme. Donc le mercredi 25 novembre, en quoi le management interculturel peut être utile demain, qui sera présenté par Philippe Pierre. Ensuite, le mardi 15 décembre, la ludopédagogie en action, explorer les ADEL, animé par Alban de Beaurepaire. Et fort probablement, c'est confirmé la démarche d'intelligence interculturelle et le culturoscope avec Michel Souquet. Voilà, donc nous espérons vous voir nombreux à ces webinaires aussi. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pamela Strugate qui a fort gentiment organisé le webinaire de ce soir et qui va donc vous présenter nos invités. Merci, Gracia. Bon, alors, bonsoir, bonjour à tout le monde et merci d'être ici pour, comme Gracia a dit, un autre webinaire avec des invités de qualité. Pour info, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site de CIETA France à partir de ce week-end et je mettrai le lien dans le chat. Donc, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de vous présenter France Troppenars et Jérôme Dumetz qui vont parler de leur analyse de la gestion du coronavirus d'un point de vue culturel. Bien entendu, nous espérons que vous, vos familles et vos amis allez tous bien et serez épargnés du pire de cette pandémie. France, j'ai eu la chance de suivre une formation avec lui et son équipe à Amsterdam en 2014. Et c'est grâce à ce webinaire que j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme. Pour beaucoup de personnes qui travaillent dans l'interculturalité, Fons n'a pas besoin de présentation, mais au cas où, quelques informations. Donc, le docteur Fons Troppenars est reconnu dans le monde entier pour son travail en tant que consultant, formateur, conférencier, motivateur et auteur de divers livres sur les sujets de culture et des affaires, tels que le best-seller Writing the Ways of Culture, Understanding Cultural Diversity in Business, qui a été vendu à plus de 120 000 exemplaires et traduit en 16 langues, comme en français, connu sous le titre Entreprise multiculturelle, le livre fondateur sur les diversités culturelles, qui est à sa 3e édition. France est également classé dans le Thinker 50 en 2011, 2013 et 2015 et a été intronisé au Thinkers 50 Hall of Fame en 2017. Il a passé plus de 30 ans à aider les dirigeants de Fortune 500 à gérer et à résoudre leurs dilemmes commerciaux et culturels afin d'augmenter l'efficacité et les performances mondiales, en particulier dans les domaines de la mondialisation, des fusions et acquisitions, du développement des ressources humaines et du leadership. Fons est également directeur du Servant Leadership Center for Research and Education de l'Université libre d'Amsterdam et conseiller distingué du Center for Transcultural Studies de Temasek Polytechnique à Singapour. Excusez-moi si j'ai ce que j'ai fait du nom à Singapour. Beaucoup, c'est incroyable. Quelle vie, n'est-ce pas? Bon, maintenant on passe à Jérôme. Donc, Jérôme Dumetz, il est Consulting Professor de Management Interculturel. Il possède une vaste expérience en tant que chercheur interculturel sur les pratiques de management en Europe de l'Est. Ayant soutenu une thèse de management interculturel, il est membre de la faculté business de l'université. Bonjour. Ah, merci. Bonjour Pascal. Excuse-moi. Vous pouvez couper le micro pour ceux qui ne l'ont pas encore coupé. Excuse-moi, je pensais que j'allais couper. Merci. Donc, de l'université
Plekhanov à Moscou. Il est aussi un formateur et consultant indépendant spécialisé dans les affaires en Europe de l'Est. Ayant vécu dans 6 pays, dont la France, les Pays-Bas, les US, le Canada, la Russie et la République tchèque, Jérôme organise des formations interculturelles pour de grandes entreprises mondiales et est également un conférencier auprès de diverses chambres de commerce, ministères et conférences académiques. En plus des articles publiés dans les publications universitaires comme Scopus et Web of Science, ainsi que dans des périodiques, il est co-auteur de plusieurs livres, dont Manuel de management interculturel intitulé Cross-Cultural Management Textbook, avec des spécialistes de management de renom, tels évidemment de Fons Trompenaars, mais aussi de Ed Schein, Meredith Belbin et Stephen Covey. Enfin, il a publié des chapitres dans les ouvrages de Palgrave, Building Bridges Among Bricks et The Influence of Business Cultures in Europe. Actuellement, la plupart des activités professionnelles de Jérôme consistent à animer des séminaires et à enseigner aux étudiants dans diverses universités en Russie, France, Autriche, République tchèque, Allemagne, mais aussi Thaïlande, Inde, du Royaume-Uni. Donc, il doit avoir un sacré nombre de kilomètres. Bon. Dans leur livre, qui est le sujet ce soir, Coronavirus et Management, analyse interculturelle, Fons et Jérôme se penchent sur les principaux défis et dilemmes auxquels nos sociétés sont confrontées en raison de la propagation du coronavirus COVID-19. Ils sont fermement convaincus que les dilemmes causés par COVID-19 sont partagés par tous les êtres humains, mais que les approches de réconciliation sont culturellement définies. Plutôt que de choisir entre deux états souhaités, les réconciliations culturelles conduisent à des résultats plus durables dans la lutte contre ce virus. Ce livre électronique est soutenu par une application web gratuite que vous étiez tous invités à faire avant ce soir. Je vais mettre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je mettrai dans le chat le lien. Donc, le test de résilience. Et il y a aussi un deuxième test maintenant, le Recovery Survey, que je mettrai également le lien dans le chat dans quelques minutes, pour diagnostiquer les défis organisationnels dans les domaines de la culture, de la conception, des processus et de la technologie qui sera, comme je dis, les deux très prochainement dispo dans le chat. Si vous avez des questions en cours du webinaire, merci de les mettre dans le chat et de temps en temps, si le temps permet, j'interromps Fons ou Jérôme pour poser vos questions ou éventuellement vous donner le micro. Et encore, s'il y a du temps, on fera un Q&A à la fin. Et maintenant, nous avons la chance de les entendre parler de leurs livres et des résultats, comment réconcilier les dilemmes créés par le Covid. Je laisse la parole maintenant à nos deux invités. Et merci beaucoup, Fons et Jérôme, pour être là. Cette conversation va être enregistrée. Bonsoir. Allez-y, Jérôme. Est-ce que... Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'ai beaucoup de mal à me connecter ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Zoom n'arrête pas de quitter et de relancer. Je vois qu'il y a plein de gens aussi qui partent et qui reviennent. J'espère que vous m'entendez. Je vous appelle avec deux écrans. J'espère que l'un va marcher. C'est bon. C'est bon pour l'instant? Pour l'instant, tout va bien. Bon, alors on continue comme ça. Très heureux d'être là parmi vous et d'assister Fons pour présenter justement le livre qui a été publié maintenant il y a plusieurs mois. C'était surtout un livre qui était une réaction en fait au début de la crise de coronavirus, et puis présenter les résultats des études préliminaires qui ont été faites, et puis un petit peu d'ouvrir un peu le débat que tout le monde a tout le temps en ce moment autour des repas, des machines à café, etc. Voilà. Fons, si tu veux dire quelques mots. Oui, je veux bien. Bonjour, je vais essayer de le faire en français. Et très souvent, j'arrête après 30 minutes parce que personne ne me comprend. Et c'est la même chose en anglais. Alors,
c'est pas très grave. Je vais d'abord voir si je peux partager un slideshow. Ça, je crois que ça marche bien. Alors, le plus impressionnant, c'est l'extérieur du livre. Et je crois que Pamela l'a bien dit. Les dilemmes sont humains. L'économie vers la santé. On a la liberté individuelle et la solidarité du groupe. Sont des dilemmes qu'on voit en Chine, on voit en Russie, on voit même en France. Mais la manière de l'approcher, c'est très culturel. Et là, on a fait de la recherche avec deux outils. L'app que vous pouvez toujours utiliser même après ce séminaire. Et vous voyez bien, c'était juste Jérôme qu'on l'a re-issué il y a 2 jours parce qu'on a pris la version électronique, le Kindle, pour changer le texte quand on en a besoin parce qu'il y a beaucoup de complexité et de dynamisme en ce problème. Et là, on a bien utilisé les moyens digitaux qu'on a offrés. C'est vrai, Jérôme, qu'on a juste changé, surtout le texte anglais, n'est-ce pas? Oui, le texte anglais, on essaie de le mettre à jour régulièrement avec des nouveaux exemples, des nouveaux chiffres. Mais on a aussi publié le livre en plusieurs langues avec plusieurs collègues. En fait, ça existe en anglais, c'est le texte principal, mais en français, c'était le deuxième aussi qui a été publié. Mais il y a aussi en allemand, il y a en suédois, il y a en hollandais. Il paraît qu'il y a des gens qui parlent cette langue et d'autres langues comme ça. Oui, c'est John Cleese qui a dit le néerlandais, ce n'est pas une langue, c'est une mal à la gorge. Alors, on va bien voir ce que ça va donner. Mais le contenu est à peu près la même chose. D'accord. Alors, ça, c'est l'introduction. On a vu 22 dilemmes quand on pense au sujet. On a pris les 7 qui sont le plus prononcés. Regardez, parce qu'on a une petite poll à vous demander. Qu'est-ce qu'est la dilemme que vous voulez travailler sur un peu plus profondément? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'espère que ça va travailler, mais si vous voyez, le numéro 1, c'est une qui donne sur la confirmation des règlements et la flexibilité de l'autre part. Prendre des décisions stratégiques et difficiles. Nous devons travailler sur la manière équitable, rapport vers le report. Ils sont trop motivés par travailler dur pendant la crise. Ils sont trop motivés pour la même chose. Je ne sais pas qui a traduit ça, Jérôme, mais les deux côtés. Décontents en face à face avec nos clients, high touch et high tech, on doit travailler digitalement, etc., etc. Alors, je vais vous demander si vous voulez faire un choix sur les 7 que vous aimeriez bien de travailler sur un peu plus tard, dans 1 heure. Alors, prenez le polling et vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça va bien aller. Le poll est en cours. On a pas beaucoup, on a un quart de personnes pour l'instant et pour l'instant, c'est le universalisme versus particularisme qui est nettement en tête. Mais il nous manque beaucoup de personnes. Donc, je vous invite. Donc, les 3 spécifiques diffuses sont le 2, 3, 4. Vous voyez, c'est par rapport à la colonne rose, les choix. Donc,
En fait, ce sont vraiment des dilemmes. On va parler de la plupart des dilemmes. Hein. Et c'est les dilemmes que tout le monde se pose, en fait, mais pas forcément de manière systématique comme ça. Hein. C'est la principale idée, en fait, qui ressort de cette étude. Donc, il y a 38 personnes sur 57 qui ont voté. Donc, je laisse encore 20 secondes et après, je mets fin au vote. Mais le numéro 1 est largement en tête. Bien. Donc, D'accord. 3, 2, 1. Dernière chance, je vais mettre fin au vote. Ah oui, les gens mettent là. OK. Donc, c'est numéro 1, je crois. Bien. Ça va être, voilà. Universalisme versus particularisme. OK? Oui, d'accord. Et j'aime bien ça parce que même le choix est dirigé par la culture. C'est typiquement une choix de la France parce qu'on doit confirmer au règlement. Ça ne vient pas très naturellement et nous devons être plus rapides et plus flexibles en temps de crise. C'est intéressant parce que dans d'autres pays, on a beaucoup d'autres choix que celui-là. Mais c'est bien et ça vous donne aussi un peu un avis sur ce qu'on a fait. Alors, pour vous, et peut-être on peut sortir de ça, parce qu'on va revenir un peu plus tard sur le dilemme numéro 1. Ouais. Je vais essayer de le faire dans une... Et ça ne marche plus. Oui. Alors, on a voté. Hans, excusez-moi. Non, Quelqu'un de demande rien. Ça marche, ça marche. de grandir les slides? Oui, ça OK. marche. Merci. Alors, une petite introduction sur les idées interculturelles. Il y a beaucoup de modèles. Il y a des modèles de Hofstede, il y a des modèles de Schwartz, il y a des modèles de Ehrenmeier, de Notre, etc., etc. Mais très souvent, nos collègues nous laissent avec les modèles et disent oui, c'est différent. Ils sortent de la route et ils disent bonne chance. Qu'est-ce qu'on fait avec les différences? Surtout quand on a un groupe comme à Amsterdam où il y a des Suédois, il y a des Anglais, il y a des Nigériens, il y a des Chinois. Dans un groupe multiculturel, on peut bien attendre comme leader, comme gérant, on peut dire oui, je comprends bien les différences, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, on a dit, on doit se diriger sur les dilemmes, parce qu'il y a beaucoup de dilemmes. Est-ce que le leadership est top-down, autocrate, ou bottom-up, on écoute? Deuxièmement, c'était la Suède et premièrement, c'est peut-être la France. Qu'est-ce qu'on fait avec les différences? Alors là, on a dit, on doit chercher des résultats sur un niveau un peu plus haut que la culture. C'est que Einstein a dit, on ne peut pas résoudre un problème au même niveau qu'il a été créé. Alors, il y a des manières de le faire et ça a à voir avec l'innovation, la créativité, avec la durabilité, les mondialisations et surtout le leadership. Alors, on voit bien que la globalisation a donné des différents points de vue et on doit, et ça c'est la première tâche d'un leader, c'est d'intégrer les points de vue. C'est un autre mot pour innovation qui nous donne des résolutions durables. Alors, si on voit ce qu'on peut faire, les modèles, comme est-ce qu'on est un Allemand, un rectangle, ou est-ce qu'on est un Italien, un ellipse, on doit essayer de voir si on voit les ombres d'un cylindre, on voit bien qu'il y a un niveau un peu plus haut qui intègre les points de vue qui sont différents. Et alors,
dans notre métier, c'est maintenant surtout, et on appelle ça plutôt la conciliation, pas la réconciliation des extrêmes. Et là, on va essayer de l'appliquer sur les dilemmes de COVID-19 et on va bien voir que si on demande est-ce qu'on doit aller pour la santé ou est-ce qu'on doit aller pour l'économie, c'est une question assez stupide. Mais nos modèles nous invitent d'avoir des discussions comme ceci. Et je me souviens quand je rencontrais Charles Hampden Turner, il a dit, Fonz, tous tes modèles sont, si on a 80% pour l'individualisme, c'est 20% pour le collectivisme. Pourquoi? Parce que les modèles, c'est en anglais mutually exclusive scales. Alors, quand on a un individualiste contre la société, on est un égoïste et ça ne marche pas. Quand on est un collectiviste, au contraire d'un individu, on est un communiste. Alors, il m'a dit, quand les deux extrêmes de vos échelles ne marchent pas, pourquoi vous n'essayez pas de l'intégrer? Et là, c'est le cylindre qui m'a donné comme métaphore de, disons, un modèle plus haut que les échelles qu'on a appliquées pendant beaucoup de temps. Alors ça, ce qu'on va faire, et c'est très facile, quand on demande qu'est-ce qu'on peut faire avec l'économie qui augmente la qualité de la santé, qu'est-ce qu'on peut faire avec la santé qui augmente l'économie. On ne doit pas faire des choix, c'est très dangereux. Alors là, c'est le cœur de l'innovation. L'innovation, c'est de combiner les valeurs qui ne sont pas faciles à rejoindre, donc rares, donc rentables. D'accord? Et c'est ça, je crois, où notre profession de CITAR doit y aller. Pas seulement de comprendre les différences, mais qu'est-ce qu'on fait avec les différences. Et alors, les batailles entre modèles, ça me fait rire, parce que tous les modèles sont seulement des modèles. Est-ce que Ehrenmeier est mieux que Hofstede, que le nôtre? On s'en fout. Ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on peut faire, même avec le modèle de Hofstede, même avec le modèle de Ehrenmeier ou n'importe, de Schwartz, ça m'est égal. Mais comment on peut intégrer l'individualiste avec le collectivisme? Parce que c'est très important, parce que ça a donné trop de guerres dans notre vie. Le cœur de innover et l'innovation. Alors, les dirigeants, le leader, doivent d'abord choisir si c'est un problème ou un dilemme. Pas tout est un dilemme, mais quand c'est un dilemme, qu'est-ce qu'on doit faire comme leader? Est-ce qu'on est une entreprise globale ou est-ce qu'on est une entreprise locale? On a besoin des deux. Alors, on doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire localement qui donne des garanties pour augmenter la globalisation de notre entreprise. Et qu'est-ce qu'on peut faire globalement qui nous donne des solutions locales? Ça, c'est les questions qu'on doit demander. Et nos modèles ne nous invitent pas de demander ces questions. Alors, j'espère que j'ai assez, disons, irrité et même provoqué vous, dans les salles où on seulement regarde aux différents aspects des cultures. Et naturellement, c'est important de le voir, mais il y a d'autres, disons, pas qu'on doit faire. Alors, on a un petit, disons, 4 niveaux. D'abord, on a essayé de reconnaître les différences, de les respecter, de les réconcilier, mais je crois conciliation, mais ça ne commence pas avec un R. La conciliation, c'est mieux que la réconciliation. Et après, on doit se réaliser les solutions.
le petit modèle qu'on utilise, c'est le modèle de Edshine, j'aime bien. À l'extérieur, on a les artefacts et les produits, les expressions de culture qui cachent les normes et les valeurs. Et quand les valeurs deviennent une norme, Edshine le dit dans un anglais parfait, naturellement, it slips out of consciousness. Et ça devient une assumption de base. Alors, il y en a des niveaux explicites et des niveaux implicites. Et je veux vous parler des 7 dimensions avec une petite devinette à vous et de vous inviter de le discuter. Et c'est pour moi l'essence très proche de Edshine, que la culture est un processus dynamique de résoudre des problèmes, des dilemmes humains dans les aspects relationnels, le temps et la nature. Alors, ça nous donne 7 dimensions, 5 dans les relations humaines, le temps et la nature. Je commence toujours avec le petit devinette sur le dilemme de l'accident de voiture. Vous êtes dans la voiture avec votre ami et votre ami est il guide la voiture et il fait un accident. Et pendant l'accident, il roule 50 où on a la limite de 30. Vous allez au juge et le juge dit, vous êtes le seul témoin. Est-ce que vous allez mentir ou pas? Deuxième question. Première question, qu'est-ce qu'est le droit de votre ami de vous attendre de mentir? Mon ami a évidemment le droit. Mon ami a un peu de droit et mon ami n'a pas de droit d'attendre moi de mentir sur la vitesse. Alors, j'ai demandé à beaucoup de gens pendant les dernières 30 ans, peut-être 100 000 ans, et je n'ai jamais eu une personne qui me répondait sur la question qui aime être dans ce petit expérience. Il n'y a jamais des personnes qui disent moi j'aime bien. Alors je lui demande pourquoi et je lui demande en Corée, dans le Corée, en Nigeria, en France, à New York, l'Amérique, parce que tout le monde dit c'est un dilemme. Tout le monde dit on veut aider l'ami à l'un côté et de l'autre côté, on veut dire la vérité, protéger peut-être le piéton, n'importe la raison. Alors le dilemme est humain, mais la réponse A, B ou C, et deuxième question, allez-vous mentir ou pas? Là, la culture entre. Alors, la culture a peut-être cassé notre condition humaine. C'est intéressant. On voit bien que tous les hommes ont toutes les valeurs. Il n'y a pas d'homme dans le monde qui n'aime pas aider l'ami. Il n'y a personne qui ne veut pas dire la vérité. Mais c'est notre culture qui nous dirige à l'un ou à l'autre côté. Et regardez bien, si vous votez sur A, B et C, allez-y. Et, dans le chat, excuse-moi France, on a un petit souci avec les sondages. Donc, si vous voulez bien juste mettre A, B ou C dans le chat, je vais essayer de faire un rapide calcul avec Gratia pour être sûr qu'on est d'accord. Si, bon, tout le monde juste met dans le chat. Et je répète que l'enregistrement de ce soir va être mis sur le site de CIATA France, sur Archive. J'ai mis le lien, je le remettrai en cours et tout à la fin aussi. Okay? Très bien. Donc, pour l'instant, il y a très peu d'A, beaucoup de B et C. Gratia, tu vas me confirmer ou pas. Il me semble que le B est largement en tête. Je crois qu'il n'y a que 3 A. On est presque 60, donc et le B est largement en tête.
Ah, très bien. Encore pas une surprise, j'imagine. Très bien. Très bien. Regardez, maintenant, je vais combiner notre base de données. Notre base de données est maintenant 150 000 personnes. Et vous allez voir l'universalisme, c'est surtout le C combiné avec « je ne vais pas mentir », c'est l'extrême de l'université. La particularisme, c'est surtout le A et je vais mentir pour mon ami, mais c'est surtout la question qu'est-ce qui est arrivé aux piétons ou qu'est-ce qui est arrivé avec la voiture, c'est une question italienne. Vous allez voir les résultats. D'abord, l'universalisme, c'est la culture qui aime bien la cohérence des systèmes, des procédures uniformes. Hein, c'est très suisse, c'est très allemand, c'est très américain, nordique si on veut. Et on a les latins qui disent, ben non, c'est la flexibilité, on doit être pragmatique, faire des exceptions. Cela dépend de l'intensité de notre amitié, etc., etc. Qu'est-ce qui est le mieux? Il n'y a pas de mieux parce que c'est des dilemmes sur tous les niveaux. Mais ce que je vois bien, c'est aussi une des dilemmes que vous avez choisi sur le COVID-19. Est-ce qu'on doit être sur la compliance, de la cohérence? On a des lois, on a des règles et on doit les suivre. À gauche, l'universalisme. Et on a la flexibilité, le particularisme. Mais je crois bien que le dilemme, c'est partout la même chose, mais on doit les combiner. Et regarder aux grandes différences, c'est bien aussi, Pamela, qu'aujourd'hui, notre quatrième édition avec les nouveaux Données. sont sur McGraw-Hill, c'est en anglais, mais les autres langues vont suivre. Et on a beaucoup de liens aux choses digitales sur ce livre. On va bien voir. Alors, vous voyez maintenant les nouvelles bases de données. Les Suisses sont toujours en tête. On voit bien que c'est 80, je vais faire 84%. 94. 14, je m'excuse. On a l'Allemagne, l'Amérique du Nord, Canada, Danemark, proche de 90. Et on a Mozambique, Argentine, 17 et 18. Et vous voyez bien, il y a des grandes différences. Mais pour tous ceux qui ont demandé cette question, c'était un dilemme. Mais c'est notre choix et notre choix forcé qui leur donne des résultats comme ceci. Mais il y a des entreprises qui disent ben, je sais bien qu'il y a des différences entre cultures. C'est pour ça qu'on veut avoir, les Américains appellent ça One Company, yeah? One IBM, One HP. Et on leur demande, ben, on doit partager les valeurs de l'entreprise. Alors il dit, integrity, c'est un des valeurs. Alors j'avais une entreprise américaine dans les activités financières, une grande entreprise qui disait naturellement notre première valeur est integrity. Alors je dis, et c'est important de le souvenir, le valeur des valeurs, est-ce que ça vous aide à résoudre des problèmes? Alors, the value of a value is, does it help you to reconcile your dilemma? Okay? Alors, je leur demande, c'est un dilemme, parce que vous êtes sur une table à Singapour avec un Chinois, avec un Américain, avec un Suédois, et vous avez une équipe multiculturelle. Votre valeur est intégrité, c'est integrity, c'est notre valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette équipe interculturelle quand vos valeurs sont
l'intégrité. Et c'est l'Américain qui va dire, je ne vous comprends pas, Monsieur Trompenas. Comment est-ce qu'on peut mentir quand le valeur est integrity? Et c'est le Coréen qui dit, ah, but I disagree. How can you have integrity if you don't help your friend? Et tout le monde le comprend. Alors, c'était une entreprise, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il y avait une deuxième valeur. We respect the culture of others. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on a deux valeurs, intégrité et respect for other cultures, hein, on respecte des autres cultures. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous savez que pour l'Américain, intégrité, ça veut dire on ne ment pas, et pour le Coréen, ça veut dire on aide l'ami. Alors, pensez pour 30 secondes, pour les Français c'est assez, et vous dire d'accord. Il y avait un temps que les Américains, entre les Américains, disent ben, c'est facile, on ne ment pas. Et en Corée, il n'y a pas de problème, on aide les amis. Mais maintenant, on a des équipes interculturelles, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous pouvez ouvrir les microphones si vous voulez, si vous avez la réponse, mais ça, c'est où est-ce que notre profession doit aller. Pas d'expliquer que les Coréens sont plutôt sur les relations et les Américains sont plutôt sur les règles. On le sait bien, on le sait pendant 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ils sont ensemble? Donc, si quelqu'un veut intervenir, levez la main et pour que plusieurs personnes ne parlent pas en même temps, et vous ouvrez votre micro pour répondre à Fons. Je sais, il y a Pascal Dubois qui avait une question à poser. Si Pascal veut ouvrir son micro un instant. Oui, alors désolée, j'ai des bruits d'enfants dans le fond. Oui, moi, ma question, j'adore cet exercice, je le fais beaucoup. En France, avec les étudiants qui sont plus jeunes, qui ont dans les 18-25 ans, ils préfèrent plutôt aider leurs amis. Et puis après, les plus âgés, par contre, ils ont plutôt tendance à respecter les règles. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de génération. Quand on est jeune étudiant, l'amitié, ça compte beaucoup. Mais en fait, la question que j'ai souvent, mes étudiants sont très étonnés par la Chine. Ils me disent, est-ce que ça n'a pas changé justement avec cette culture où il faut donner des points à l'autre citoyen, où justement il y a des caméras partout? Les chiffres sont stables. Est-ce que nos cultures, dans les 30 années qui ont passé, est-ce qu'on a changé un petit peu parce qu'il nous est arrivé des choses différentes selon soit politique ou historique, pandémique? Non, de très bonne question, Pascal. D'abord, sur le premier petit sujet, la culture, ce n'est pas seulement le passeport. Il y a les générations, il y a le sexe, il y a tous les groupements qui sont au-delà des frontières géographiques. D'accord? Alors, je vais vous donner aussi d'autres bases de données sur ces sujets. Même la deuxième dimension, on va le montrer. Deuxièmement, sur la Chine, c'est intéressant. D'abord, en général, oui, les scores, les données sont dynamiques et ça change. Ça ne change pas trop. Et c'est peut-être en Chine, on peut bien voir que, et on le voit bien en COVID-19, hein, sur le corona, qu'ils sont très disciplinés sur un niveau d'un temps où on fait des plans pour le futur, où on peut avoir les relations plus libres. Alors, c'est un peu comme on patine, on va à droite pour aller à gauche. Alors, avec toutes les cultures, on sait bien qu'on peut aller à l'extrême de leur normal, le comportement normal, pour aller dans le futur sur le comportement qu'on voudrait.
Alors, on voit bien, surtout dans le COVID, dans des crises comme le Chine, ils ont beaucoup de, disons, comment on dit ça, discipline. C'est peut-être, c'est amusant que discipline, c'est un mot français, pour plus tard avoir la liberté. Charles et moi ont juste publié un livre qui n'est pas encore sur le marché, sur ce qu'on a appris de la Chine, mais c'est surtout le patinage des Chinois d'aller à droite pour aller à gauche plus vite. Vous comprenez que je vous explique, Pascal. Oui, cette flexibilité. Alors, Agilité peut-être même. oui, et c'est toujours, on y va à l'un côté plus extrême, beaucoup de discipline pour avoir la liberté un peu plus tard. Et on a besoin, même dans la langue, d'avoir la planification sur ce sujet. Franz, si je peux ajouter quelque chose. Naturellement. En fait, merci pour la question aussi, Pascal. En fait, ça fait partie des sujets auxquels on s'est posé la question pendant le livre. Et là, il y a un autre dilemme en fait qui apparaît. C'est le dilemme entre plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'il y a aussi, est-ce qu'on favorise l'exception pour l'ami? Parce que finalement, cette dimension, c'est ça. Hein, c'est pas tant est-ce qu'on suit les règles, mais est-ce qu'on accepte des exceptions? Mais en même temps, il y a la pression sociale, la pression du groupe. Et là, c'est le collectivisme et l'individualisme. Et finalement, il y a aussi des dilemmes entre les influences. Voilà. Et on a remarqué avec le Covid, hein, j'en profite pour faire un lien avec ça, que justement, certaines tendances culturelles qui sont enregistrées dans les différents modèles, etc., avec le Covid, dans certains pays, ont été mis en brèche. On s'est aperçu que, globalement, même les pays qui étaient relativement particularistes, en tout cas pour la première vague, hein, là, toute l'étude, c'est à peu près la réaction à chaud quand c'est arrivé, on s'est aperçu que tous les pays, et même en particulier l'Italie ou la France, etc., on n'est pas hyper particulariste, mais quand même pas autant que le haut du tableau. Mais finalement, globalement, tout le monde a suivi les indications parce qu'il y a une espèce de crise qui est au-delà de suivre les règles ou pas, quoi. Ça a été une des nouveautés en fait, qu'on a découvert. Ouais. J'ai la chance d'avoir pas mal d'étudiants internationaux, dont des Chinois et des Asiatiques. Et eux me disent effectivement, dans cette situation-là, il y a quand même le collectivisme qui est très très fort, parce que justement, c'est cette idée de loyauté à son groupe. Oui. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas d'Asiatiques dans les classes, les Français me disent c'est pas possible ces chiffres. Oui. C'est peut-être bien de voir un petit pont sur les dilemmes qu'on a vus. Hein, et c'est votre dilemme choisi. L'approche standardisée et sur mesure. Alors, je vais donner le mot à Jérôme pour expliquer ce fantastique. En fait, l'application de cette dimension avec le Covid, on voit bien justement l'approche qui est universaliste, où on fait un modèle qui va s'appliquer un petit peu à tout le monde, hein, une taille pour tous, hein, one size fits all. Et puis à côté, on essaye de mettre en place, c'est un autre extrême, finalement quelque chose qui va être ciselé pour chaque particularité, pour chaque personne qui est un petit peu différente. Et finalement, le dilemme, il est là. C'est-à-dire que oui, on a des demandes particulières, et puis il y a cette espèce de force qui nous impose une espèce de règle générale. Et finalement, dans tous les pays, il y a eu cette discussion-là. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'il faut que tout le monde soit, par exemple, confiné? Est-ce que tout le monde
ne doit pas être confiné. On a vu justement la différence entre la Suède qui a choisi un style à part et puis la France où on a mis en place des mesures hyper strictes dès le début. Et puis on s'aperçoit qu'avec cette deuxième vague, finalement, beaucoup de pays ont appris. D'ailleurs, on entend beaucoup dans les médias le terme réconciliation. Hein, c'est aussi une des bonnes surprises finalement de cette crise, même si finalement il n'y a peut-être pas une approche si structurée du problème, avec au milieu des cas de figure un peu on va couper la poire en deux avec une situation où il y a on va faire un compromis. Hein. Alors le vaccin non testé, voilà, c'est un petit peu le stéréotype. Hein. De toute façon, tous les modèles qui sont présentés là, on va vous présenter un certain nombre de modèles de réconciliation. C'est toujours avec des termes qui sont volontairement stéréotypés pour accentuer les différences. Et voilà, les vaccins non testés, c'est ça. C'est-à-dire que bon, d'un côté, on essaye de faire en sorte que tout le monde ait accès au vaccin, mais en même temps, comme on n'est pas certain que ça va fonctionner complètement, on le fait quand même. J'ai un exemple en fait qui pourrait être intéressant justement de cette application de la standardisation et customisation, qui vient de là où j'habite, à Prague, où une entreprise qui fabrique des imprimantes 3D. C'est une entreprise qui s'appelle Prusa. C'est un type qui a lancé ça. C'est assez connu dans le monde des makers, donc les gens qui aiment bien faire des produits 3D, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que les imprimantes 3D personnelles, hein, auxquelles on peut s'acheter, ça ne coûte pas très cher, on est vraiment dans le symbole de la customisation. Hein, c'est-à-dire qu'on fait un produit qui est fait pour une seule utilisation, pour une seule personne. À l'opposé des usines qui vont fabriquer des produits en production de masse. Et donc, on a cette entreprise qui est, on va dire, une PME assez dynamique qui, dès le début de la crise, a mis en place un système avec des échanges avec les anciens clients, une espèce de communauté, où ils ont, dès le début, commencé à designer, à dessiner des masques, en fait, vous savez, les visières entières, en coopération avec le ministère de la Santé et en même temps avec les hôpitaux. Et ça a été fait dès les premières semaines, les premiers jours, en fait, que la crise a commencé à éclater. Et rapidement, il y a eu des tests qui ont été faits. On peut imprimer rapidement, puisque justement, c'est ça le principe de l'imprimante 3D. On envoie les premiers tests, les premiers éléments, les premiers produits à être dans un hôpital partenaire. On reçoit un feedback des docteurs, des infirmiers, etc. en fonction de l'utilisation. On modifie le plan 3D et on reproduit. Et au bout de quelques temps, ils ont créé une visière qui était assez utile. Et là, c'est là où il y a une réconciliation intéressante. C'est qu'ensuite, évidemment, ils ont beaucoup de machines qui sont en stock. Et donc, ils ont branché en série toutes leurs imprimantes 3D pour imprimer en production de masse, entre guillemets, des visières de protection qui ont été distribuées immédiatement en flux tendu aux hôpitaux qui étaient débordés. Je parle de ça au mois de mars et avril. Et ils ont réussi à distribuer des milliers de masques alors qu'il n'y en avait pas de toute façon dans le pays. Hein, donc, et parallèlement, puisqu'ils ont fait ça de manière gratuite, ils ont ouvert un compte en banque en demandant à tout le monde de participer, de donner ce qu'il voulait pour couvrir les frais. Voilà. Donc là, c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué parce qu'on est vraiment dans cette réconciliation de la standardisation et de la customisation. Et en temps de crise, et finalement, on arrive à réconcilier les deux extrêmes pour faire quelque chose qui n'avait jamais été pensé avant, de mettre en série des imprimantes 3D. Ouais.
très bonne idée. Aussi, en voyant le temps, on voudrait donner quatre dilemmes et des exemples comme celui-là. Mais aussi, on a fait une chose assez intéressante de demander les gens sur le niveau individuel et sur le niveau qu'est-ce qu'on pense de leur société. Et j'espère qu'on peut aller à la prochaine, suivre les règles et s'adapter rapidement aux circonstances. Regardez là la base de données de 22 pays et on voit bien que la Chine, on voit bien que l'Indonésie et la Corée, beaucoup de pays de l'Asie ont bien concilié les deux. Et on voit que, et c'est très intéressant parce que de temps en temps, la Suisse n'a les plus mauvais et les meilleurs, et on ne sait pas encore pourquoi. On a fait une analyse de corrélation et sur tous les 7 dilemmes, il y a une très grande corrélation et une corrélation négative et significante entre les nombres de morts, excess mortality et le niveau de réconciliation. Et c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça nous donne? Que les gouvernements, les instituts qui sont professionnels ne doivent pas choisir entre l'un ou l'autre, mais de se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec les exceptions pour augmenter la qualité du règle et qu'est-ce qu'on peut faire avec le règle qui peut donner plus de flexibilité. Et on appelle ça une lockdown intelligente. Et on a essayé ça en Suède. On ne sait pas encore si ça marche. Mais c'est intéressant de voir sur tous les dilemmes qu'il y a une base empirique qui donne la relation entre le niveau de réconciliation et les numéros de morts. C'est une corrélation négative. Alors, bonne nouvelle. Deuxièmement, l'individualisme communautaire, on ne va pas l'expliquer. On a demandé des questions comme ceci. Donne la liberté et on se regarde bien dans les jeux pour s'aider, numéro B. Et on voit maintenant, pour aller à Pascal, les grandes différences entre âge, parce que ce n'est pas seulement une chose de pays, géographique, mais ici on voit que sur la même base de données, les jeunes sont beaucoup plus individualistes que les plus âgés. Et 150 000 personnes qui nous a donné ces chiffres. Alors, mais ça ne fait rien, ça donne des dilemmes. Et une des dilemmes, c'est est-ce qu'on veut donner la responsabilité individualiste ou est-ce qu'on veut avoir la solidarité du groupe? Et on voit encore une grande différence entre le niveau de réconciliation plus en haut à droite. C'est les pays qui l'ont fait assez bien et les pays qui sont pires, la Venezuela, le Brésil, qui n'ont pas donné beaucoup de choses pour les deux. Et encore une très grande corrélation entre les nombres de morts d'accès et le niveau de réconciliation. Peut-être, Jérôme, tu veux ajouter? Alors, oui, j'allais justement intervenir. Ce qui est intéressant, c'est que ce dilemme, finalement, c'est devenu, c'est un des grands dilemmes qui sont régulièrement discutés dans les médias, à la maison, etc., qui est vraiment, est-ce que, à quel point des mesures qui sont prises obligatoirement par tout le monde sont une atteinte aux libertés individuelles. On se rappelle tous des manifestations qu'il y a eu au début aux États-Unis, en particulier avec
entre des jeunes sur la plage, ou bien toutes ces manifestations en camion où les gens étaient contre porter des masques, etc. Et aujourd'hui, on a aussi ces manifestations contre les couvre-feux dans différents pays. Et c'est finalement un dilemme qui est très difficile à réconcilier pour les gouvernants, parce que justement, on touche ici des sujets comme le droit. J'ai lu pas mal d'articles et d'avis en disant oui, mais avec la crise du Covid, on a complètement abandonné l'esprit de droit, en fait, dans plein de pays, ce qui est vrai d'une certaine manière. Et puis, d'un autre côté, le mythe de l'immunité de groupe, aujourd'hui on dit un peu le mythe parce que finalement on ne sait pas trop si c'est valable ou pas, en tout cas c'est une théorie au début qui a attiré beaucoup de monde, et puis finalement on s'aperçoit lorsqu'on regarde les chiffres de mortalité excessive que bon, personne n'a trouvé la panacée, il n'y a pas eu de martingale, mais que ça a agité quand même beaucoup de monde, avec quand même certains pays qui, on retrouve là dans ces chiffres, des pays qui ont un peu défrayé la chronique pour avoir énormément de morts. Vous voyez, le Brésil, les États-Unis, l'Iran, l'Espagne. Donc il y a quand même un lien assez intéressant avec, comme disait Fons, les pays asiatiques qui semblent tirer leur épingle du jeu. Voilà. Donc c'est les tendances quand même qui se ressortent de ça, quoi. Alors, pour le temps encore, co-opetition, demander qu'est-ce qu'on peut faire avec la liberté individualiste qui nous donne plus de solidarité de groupe. Et les bons groupes donnent beaucoup de flexibilité aux individus. Et c'est intéressant que normalement, on dit, on est individualiste, alors on fait ça, mais il y a des pays où on essaye de combiner les deux. Alors, un autre petit exemple, peut-être avec la diapo d'avant, la coopétition. Au début de la crise aussi, peut-être vous vous souvenez tous de cette course pour créer des nouveaux respirateurs. D'ailleurs, on n'en parle plus tellement, c'est assez intéressant. Mais il y a eu un peu cette course pour avoir des appareils, je ne parle pas des masques cette fois-ci, mais pour avoir des appareils. Et on a vu beaucoup de cas de coopétition, donc d'entreprises qui, dans leur domaine respectif en général, sont en compétition. Mais là, un esprit de corps un petit peu qui s'est créé, parfois stimulé par l'autorité politique, pour justement obliger des compétiteurs à se retrousser les manches et créer des produits ensemble. Et, ça a été assez marquant, par exemple. Oui. Merci pour ce bon sujet, parce que je connais l'entreprise Philips de la Hollande. Il avait très peur que les Américains vont prendre tout parce que les respirateurs étaient produits en Amérique, mais les Américains ont très bien divisé tout après beaucoup de dialogues, de les distribuer dans tout le monde. Alors on peut être individualiste, mais ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas tout. Naturellement, le média n'a pas bien pris ce sujet. Les Américains vont prendre tout. Ils n'ont pas pris tout, et on a bien concilié les deux extrêmes. Sur le niveau affectif et neutre, on appelle ça le dilemme de IQ et EQ. On a fait des mesures. On a là intéressant les pays plus neutres, c'est de l'expression d'émotions. C'est bien connu que les Nordiques, le Finlande, le Norvège, l'Estonie sont plutôt neutres. Kuwait, Italie, Russie sont assez affectifs, mais ça donne des dilemmes assez intéressants. Jérôme. Oui, en fait, là, ce qui est intéressant avec l'émotion, c'est on voit justement quand même là j'ai parlé de la France en particulier, enfin, déjà au niveau mondial, on a eu beaucoup de présidents venant de pays, on va dire, où l'émotion
fait finalement souvent office de programme politique, sont ces pays-là où on a vu qui au Brésil, qui par exemple au Bélarus, ont pris les devants pour partager leur point de vue, ce qu'il fallait faire, etc. On a même eu un président qui a déclaré la guerre au coronavirus, quand on y pense, hein, lorsque Emmanuel Macron a annoncé ça. On est dans l'émotion quand même, c'est-à-dire qu'on utilise des ficelles émotionnelles pour parler à ses troupes, hein, dans ce cas-là. Et puis, on voit dans les médias, encore en ce moment en France, les cascades, les différentes discussions qu'il y a entre des célébrités qui disent il faut faire la fête, il ne faut pas mettre de masque, finalement tout ça c'est exagéré. Et puis on a d'autres célébrités qui donnent leur point de vue. Voilà, le fait d'avoir des personnes qui sont finalement pas du tout des spécialistes, mais qui donnent leur point de vue, c'est un assez bon exemple justement de ce dilemme. Et puis à l'autre côté, à côté de ça, on a aussi les duels de professeurs d'université de médecine sur les plateaux télévisés qui ont tous leur point de vue. Et là aussi, finalement, ça devient des fois assez émotionnel. La manière dont les médecins ont été interviewés et puis utilisés par les médias, c'est assez, avec en particulier le cas du professeur Raoult à Marseille, qui est devenu une espèce de star pour beaucoup de gens. Et il y a eu ça dans pas mal de pays. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que d'un seul coup, des personnes qui sont d'habitude connues dans un milieu très restreint pour des questions très techniques sont devenues une espèce de rock stars du Covid. C'est assez intéressant. Bien, peut-être les deux derniers dilemmes, et après ça on ouvre vers les questions. Mon dimension plus aimée, c'est spécifique ou diffus. C'est l'idée de Kurt Lewin, et on a appelé ça la pêche et le coco. Le coconut, je ne sais pas en français, le coco. La noix de coco. Noix de coco. Alors, Kurt Lewin, il appelle ça le U-type. En Amérique, on a une privée assez serrée, petit, le noir dans la pêche. Et le reste, c'est assez accessible. Les Allemands, Kurt Lewin était un Allemand, allé en Amérique et décrivait son choc de culture. Il disait, nous, en Allemagne, on a le noix de coco, c'est dur à entrer, mais quand on est dedans, c'est très mou. Alors, le type américain, c'est beaucoup de public, le frigidaire, la voiture et les meubles sont publics. Quand on déménage, on laisse les meubles, mais en France, on ne laisse pas. C'est très privé. La voiture, en Amérique, vous voulez ma voiture, pas de problème, mais en Allemagne, non, c'est très privé et même ma femme ne la roule pas. Frigidaire, la même chose. Quand on entre une maison en Amérique, il n'y a pas de problème quand on vous entre le frigidaire, mais en Allemagne, on ne peut pas même entrer la cuisine. Alors, ça donne une relation spécifique. Naturellement, c'est un modèle, alors on exagère, mais les privés ne doivent pas se toucher et c'est une relation très bornée. Même les titres, on est docteur à l'université, mais on est fonce au barbecue. En Allemagne, d'abord, il n'y a pas de relation, c'est Sie et not du, mais dans le temps, surtout au début d'octobre avec les grandes fêtes, on développe des relations diffuses et tout est mélangé. Et même votre femme, Frau Docteur, Herr Docteur, tout le monde est docteur. Les enfants sont
petit docteur, mais les grands problèmes, c'est entre les deux, si le noix de coco est approché par une pêche. Qu'est-ce qui est privé et qu'est-ce qui est public? Et on voit bien en Amérique, la Hollande, c'est plutôt le niveau pêche, on est très direct et on dit ben, c'est pas visé sur le privé, mais dans d'autres pays, tout est privé et on sait bien, hein, loss of face, c'est vraiment bien montré par ce graphique d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire quand on demande est-ce que vous allez aider votre patron à peindre la maison? Alors, dans une culture spécifique, on dit ben non, il est le dirigeant à l'entreprise, mais pas à l'extérieur, c'est privé. Alors, on partage le privé avec le public. Mais dans des cultures diffuses, on dit oui, c'est mon patron, alors je dois lui aider. Regardez, il y a encore des grandes différences. On voit bien en Hollande, en Suède, qu'on ne va pas aider votre patron à peindre, mais à l'Inde, on voit la Chine, Kuwait, c'est le patron, on doit lui aider. Mais qu'est-ce que ça veut dire avec le COVID-19? La santé vers l'économie. Allez-y, Jérôme. Oui, alors ça c'est un peu le dilemme star en fait, hein. C'est-à-dire que c'est est-ce qu'on sacrifie l'économie pour la santé ou est-ce qu'on sacrifie la santé pour l'économie avec deux camps rangés et alors là on est vraiment dans ce cas de figure de deux extrêmes qui semblent être irréconciliables. Et alors, il y a quand même des options possibles, hein, justement, le confinement intelligent, les applications Covid, etc., qui permettent un petit peu d'essayer de trouver ça, mais c'est la grande discussion qu'il y a en ce moment. Et puis, c'est là on voit quand même des différences culturelles assez marquées, mais pas que les différences culturelles de passeport, comme disait Fons, en fait. Là, il y a aussi des grandes différences culturelles de secteurs d'entreprise. J'ai encore eu une discussion cet après-midi avec un ami où justement on discutait de la tolérance pour le télétravail, puisque justement le télétravail ouvre une autre justement difficulté. On va avoir un autre slide après qui va parler un peu de ça, mais ça reste dans cette logique de diffus et de spécifique. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et finalement, on a des cultures qui sont relativement spécifiques. Je pense par exemple à tout le monde de l'informatique qui est naturellement assez spécifique, avec une communication en général où on préfère écrire, on préfère s'envoyer des chats, etc. Et puis d'autres industries, je pense en particulier au petit commerce, où là, on est plutôt dans le diffus, où on crée une relation avec le client. Et finalement, en fonction du secteur dans lequel on travaille, cette acceptation du télétravail varie énormément. Donc dans certaines entreprises, le télétravail, finalement, a simplement accéléré un processus qui était déjà plus ou moins engagé, avec déjà pas mal d'employés qui travaillaient une fois à la journée, une journée par semaine à la maison, etc. Mais dans d'autres secteurs, ça crée des énormes problèmes parce que on ne peut pas toujours être en télétravail. Et puis ce spécifique diffus, ça aussi, on voit bien justement le dilemme que ça crée avec la différence entre la vie privée et la vie publique. Travailler de la maison avec les enfants, la famille, etc.
a eu tendance à rendre très poreuse cette différence. Certaines personnes parviennent tout à fait bien à garder ce cocon, en fait, et puis d'autres ont beaucoup plus de mal. Voilà. Donc là, c'est un peu mais pour moi, c'est quand même la dilemme star du Covid. Est-ce qu'on choisit voilà, la vie privée ou pas? Est-ce qu'on choisit la santé? On voit ça aussi dans les secteurs d'industrie. Lorsque on demande à peu près à n'importe qui travaille dans le monde de la santé, en général, hein, même pas forcément des docteurs, forcément, le fait de lutter contre le virus est vraiment l'obsession numéro un, ce qui est tout à fait normal quand on travaille dans le monde de la santé. Et puis alors par contre, si vous demandez à des gens qui travaillent plus dans la comptabilité, la finance, etc., on s'aperçoit que finalement, oui, mais attendez, on va tous se retrouver en faillite. Donc, et puis alors, le pire, ce serait de se retrouver entre les deux. Et malheureusement, c'est bien possible que beaucoup de sociétés en général se retrouvent un peu dans cette espèce de compromis mou où, pour paraphraser un peu Churchill, on va se retrouver avec et le Covid et la faillite. Hein. Donc, mais certains arrivent un peu à tirer leur épingle du jeu, justement. On a cet exemple de différentes entreprises, par exemple du textile. Alors, il y a le cas en Hollande, G-Star, qui a fait les masques. En France, plus connu, il y a l'entreprise Armor Luxe qui fait les fameuses marinières et qui ont été justement, il y a eu ce choc lorsque le confinement est arrivé. On perd enfin, on est obligé d'arrêter, de fermer les boutiques, de fermer la production. Et puis, en même temps, on a cette opportunité qui apparaît, qui est de fabriquer des masques. Et donc, je crois que Armorlux a réussi à sauver certains meubles, on va dire. Hein. J'imagine qu'ils ne sont pas complètement sortis de l'ornière, mais ils ont produit 3 millions de masques pendant la crise. Et finalement, ça, c'est une assez belle réconciliation aussi de deux extrêmes entre la protection des intérêts économiques et puis la santé pour tout le monde. Quoi. Oui. Mais on voit ça tout le temps. Oui. Oui. Et pour moi, c'est très important de se poser les questions qui vont vous aider. Et ce n'est pas si c'est l'économie ou si c'est la santé. Et on a fait un workshop avec G-Star. On a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec la santé qui nous donne des bénéfices économiques. Et c'est comme ça, on a dit, on est bien dans les choses de mode, alors on fait un masque modieuse. Et ça a bien marché. Ils ont vendu 100 000 dans une journée. Et c'était en mai. Alors, quand des autres n'ont pas encore fait ça, alors demande la question. Et naturellement, les Américains vont commencer, surtout avec Trump, on commence avec l'économie et après ça, on va vers la santé. Et peut-être en Chine, on commence avec la santé et on va vers l'économie. Mais on doit toujours les accrocher l'un à l'autre et pas de donner « Ah, maintenant c'est l'économie et demain c'est la santé ». Alors, un bel exemple, je trouve, c'est qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, j'ai vu une conférence de presse en France où, je crois pour la première fois, étaient côte à côte sur l'estrade le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie, alors que pendant des semaines et des mois au début de la crise, on avait un petit peu des querelles et puis des compétitions un petit peu entre les différents ministères. Finalement, il y a une espèce d'intelligence collective dans les ministères de comprendre qu'il faut faire les choses ensemble, par exemple. C'est aussi, oui, je trouve, un exemple de réconciliation. Très bien. On va vers la fin parce qu'on veut vous donner un peu de temps pour poser des questions, peut-être de faire un petit chose. Une chose qui est vraiment importante, c'est qu'est-ce qu'est un bon patron pour le pays, pour l'entreprise? Est-ce que le statut est acquis ou attribué? Et on sait bien le statut qui est faire sur l'acquisement, c'est qu'est-ce qu'on fait, ou le statut qui êtes-vous?
Alors là, on voit bien que est-ce qu'on va traiter les gens également ou est-ce qu'on donne des discriminations positives? Et on sait bien avec les discussions sur la diversité et l'inclusion, les deux ne vont pas, on doit les combiner. Et vous voyez ici, peut-être tu veux dire quelque chose sur ça, Jérôme? Oui, ben, on a vu justement, beaucoup de gens ont été choqués des choix de société d'autres pays, hein, où certains pays ont dit justement, ben, finalement, les personnes à risque sont globalement les plus vieilles, donc ben, le plus simple pour ne pas bloquer l'économie et la société, c'est d'isoler ces personnes-là. Donc on a eu ça par exemple en Suède, où ça a été un petit peu le cas de figure. Et puis dans d'autres pays, en Italie, on dit, ah mais non, si on fait ça, vous vous rendez compte, c'est complètement scandaleux de mettre au banc une partie de la population. Alors, ces dilemmes, excusez-moi, ces dilemmes, ils ont aussi comme origine le mode de vie. C'est-à-dire que en Suède, on se retrouve avec à peu près un foyer sur deux qui compte une personne. C'est-à-dire que donc, un foyer sur deux est une personne seule. Donc, à ce moment-là, dire aux gens, finalement, on n'est pas obligé d'avoir des distanciations très précises. Vous restez chez eux si vous êtes à risque. C'est beaucoup plus facile que dans des cultures, et là, je pense justement à le sud où il fait plus chaud, où on se réunit en famille, normalement, hein, même le dimanche, pour le repas de famille, etc., où justement, ben, ne plus pouvoir faire ça crée un problème qui est nouveau. Hein. Et puis, on peut trouver un autre exemple. Alors là, on va traverser l'Atlantique, avec justement les opposants de Donald Trump qui s'en donnent à cœur joie après le fait que lui ait été malade, en disant, voilà, vous avez combattu le Obamacare qui permet grosso modo une couverture médicale à tout le monde, mais vous, quand vous avez été malade, vous avez bénéficié justement du traitement que tout le monde pourrait avoir, mais vous ne voulez pas que ce soit le cas pour tout le monde. Voilà. Donc, il y a aussi des répercussions politiques qui sont assez intéressantes. Bien. Alors, je voudrais faire une grande, disons, histoire positive sur le servant leadership. C'est l'idée de Greenleaf et c'est peut-être le modèle sur le patronage qui est le plus équipé pour donner du succès dans des équipes multiculturelles. Et peut-être l'idée, c'est le père et la mère qui aident les petits de monter sur l'échelle. Peut-être il peut viser un peu l'échelle, mais c'est les autres qui montent. Alors, un servant leader, c'est un dirigeant qui écoute et qui donne des décisions l'un après l'autre. Ce n'est pas seulement un autocrate et ce n'est pas seulement une personne qui écoute, c'est une personne qui combine les deux. Je fais un petit sommaire ce qu'on a fait. On a regardé aux cultures différentes. On a dit les dilemmes sont les mêmes choses partout. Les dilemmes sont humains, mais l'approche des dilemmes, c'est très culturel. On a vu que la conciliation des opposés a donné moins de morts et on doit donner des questions et pas seulement des réponses. Nous, on ne sait pas tout, mais on sait, si on dit c'est l'économie ou la santé, demande qu'est-ce qu'on peut faire avec l'économie pour augmenter la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les expériments pour augmenter les approches qui aident la santé. Si on demande c'est la flexibilité ou c'est les règles, c'est les deux. Les bonnes règles donnent beaucoup de flexibilité. Et j'espère qu'on a donné ça comme mode de vivre. Et je donne une suggestion
pour ouvrir les questions parce que peut-être il y en a beaucoup. Peut-être, Pamela, c'est le temps d'ouvrir. Oui, ben, il n'y en a pas beaucoup écrit dans le chat, mais il y en a 3 qu'on peut traiter assez rapidement. Il y a Bérangère qui demande si vous pouvez revenir sur le slide 12, je pense. Elle demande le slide avant l'accident, je crois que c'est l'oignon. Donc, Ok. Bérangère, ouvrez votre micro si ce n'est pas ça que vous vouliez. C'était juste, merci Pamela, c'était juste après l'oignon, entre l'oignon donc, le 2 ensuite. Ah voilà, c'était celle-ci exactement. Les 3 choix. C'était les 3 choix? Ok. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je vous en prie. Et juste un commentaire de Roselyne, assez amusant. Pour la question des 3 choix, c'est un peu par rapport au B spécifique. Un Égyptien m'a dit que ça dépendait si le blessé avait une épouse et des enfants à charge. Je ne sais pas si vous avez entendu ça de l'Égypte. Mais... Pamela, on va donner les slides si on veut. Oui. Après, vous pouvez les partager parce que… Parfait. L'enregistrement de tout ça, donc on peut aussi éventuellement, je vais vérifier au niveau techniquement si on peut mettre à disposition et les slides en plus de l'enregistrement. Finalement, il y a Pascal qui a encore une question. Donc, non, Pascal, pas encore. Non, c'est pas vraiment une question, c'était juste que j'ai fait le test sur l'application de Covid et j'aurais voulu avoir quelques éléments d'explication sur les résultats, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps, donc je préfère donner la parole aux autres. Oui, et Pascal, mais c'est pour tout le monde. S'il y a des questions, donnez les questions à Pamela. Ouais. Elle va nous les donner et on espère de continuer la dialogue. Je veux bien les transmettre. On a une question de Nora, si vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question en live, en direct. Nora Sanchez. Vous êtes là? Bon, je vais poser la question pour elle. Comment peut-on faire pour inciter les personnes orientées individualistes à penser collective dans les équipes interculturelles dans le contexte actuel? Son micro ne marche pas, pardon, je n'avais pas vu. Oui, peut-être je peux le répondre par un exemple. Quand je travaillais à Shell, l'entreprise anglo-néerlandaise, on avait un groupe de recherche avec des Japonais et des, disons, les Européens d'Ouest et Américains. Alors, les Japonais, après 6 mois, disaient ben, tout est sur l'individu, on donne des bonus sur les individus, tout est individualiste. Alors, on a dit, on a un dilemme. On veut donner des bonus collectifs, mais là, les Américains et les Anglais vont être pas très contents. Quand on voit sur les bonus individualistes, les Japonais ne sont pas bien contents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on a fait à Shell, on a dit 50% du bonus variable vont être donnés aux individus sur un critère, qui est le meilleur joueur d'équipe. Je ne sais pas si c'est une bonne expression française, mais qui est le meilleur joueur d'équipe. Et pour l'équipe, on devait faire des présentations qu'on a fait comme équipe pour faire l'individu exceller. Vous voyez? Alors, c'est une métaphore. Qu'est-ce qu'on peut donner sur ça dans la crise qu'on a? C'est de se demander qu'est-ce qu'on peut donner l'individu pour le stimuler d'avoir du solidarité. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux communautés, qu'est-ce qu'on peut inspirer pour faire la liberté pour l'individu. C'est ce que tous les parents font avec leurs enfants. On donne des inspirations aux enfants d'être un bon membre de famille et le bon famille donne de la liberté aux individus. Alors, prends des métaphores. C'est très important pour le penser de dilemme.
si on peut traduire, naturellement, on doit le traduire sur des instants contemporains sur cette crise. Si je peux compléter, Franz, Naturellement. on voit ça parfois sur des sites internet, des systèmes un peu de sociaux, là, comment on appelle ça, là, les réseaux sociaux, entre guillemets, mais c'est certains cas où finalement on peut avoir des notes en fonction du nombre de fois où on va répondre à des questions pour aider les autres. C'était pour répondre à Nora de manière un peu plus précise. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même des outils qui permettent de faire ça. C'est assez intéressant d'avoir dans l'équipe une espèce de base de données, des questions, etc. Et puis, finalement, c'est les questions qui vont aider les autres vont avoir plus de points que les questions qui vont nous aider nous-mêmes, quoi. Donc, c'est possible. Une autre question qui est intéressante dans ce cas-là, c'est aussi le contraire. C'est-à-dire que c'est pas juste comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les individualistes fonctionnent avec des collectivismes, mais le contraire aussi, pas facile. Comme on arrive à la fin, il est 19h31. Est-ce qu'on a le temps? Je propose 2 dernières questions. Vous avez le temps, Jérôme et France, de rester quelques minutes? Oui, tout à fait. Je prends le temps pour les Français, naturellement. Et George est là. Bonjour, George. George est toujours là, c'est sûr. Vincent est là. Et Oui. c'est Vincent, justement, qui a l'avant-dernière question. Donc, Vincent, ouvre ton micro. Oui, Fons, compliment voor je Frans, maar dat weet je al. Oh non, c'était assez dur. Bon. Ma question. Oui, on parle souvent du dilemme classique, hein, donc santé publique versus contre l'économie. Vincent, on a du mal à t'entendre. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Vous ne m'entendez pas là? Là, c'est bon. Oui, C'est bon, oui. Donc, je disais qu'on parle souvent du dilemme classique qui est donc la santé publique par rapport à l'économie, ça c'est clair. Mais à mon avis, il y a encore une troisième dimension, c'est les libertés individuelles. Ce qu'on a vu aux Pays-Bas pendant le confinement intelligent, on a toujours été libre de nos mouvements, on a pu aller où on voulait. Il n'y a pas eu les restrictions qu'il y a eu en Espagne, en France, etc. Donc je pense que ce qu'on oublie un petit peu, c'est que liberté individuelle compte aussi. Et comment, peut-être à Jérôme et à Fons la question, hein, ce soir il y a Macron qui va annoncer je ne sais pas trop quoi en France. Bon, on a eu ça hier aux Pays-Bas, enfin, c'est quand un confinement, semi-confinement. Qu'est-ce qu'on fait avec les libertés individuelles? Comment est-ce que vous voyez ça, vous, comme un espèce de trilemme entre économie, santé et liberté individuelle? Oui. D'abord, je crois qu'il y a beaucoup de différences entre générations. Hein, comme on voit bien que les plus âgés ont un peu plus de sens de solidarité. Les jeunes, et naturellement, une fois j'étais jeune aussi, je comprends bien qu'on veut avoir la liberté de l'individu, mais c'est une chose de société de essayer de donner l'esprit de responsabilité qui va avec la liberté individualiste. Et je crois que les parents, les mentors, ont beaucoup de, disons, responsabilité de prendre ce rôle parce qu'on doit le faire ensemble. Et pour moi, si je vois tous les parents qui travaillent 50 heures par la semaine, maintenant je suis grand-père pour 4 gentils petits enfants et je prends le rôle de voir parce qu'ils vont avec la liberté et j'espère que je peux pas prendre leur liberté mais de leur élever dans une manière de la responsabilité. C'est pas de faire une chose court terme, ça va prendre du temps. Mais je crois qu'il y a des générations, même avec mes propres enfants, où j'ai travaillé aussi beaucoup, que je n'ai pas eu le temps de les expliquer et de les faire l'expérience que la liberté vient avec la responsabilité. C'était la liberté sans responsabilité. Ça ne va pas. Et on doit refaire les sociétés sur ce coup. Et j'espère que je suis clair que j'essaie de dire.
Bon, on a encore quelques questions et une demande finale de Grant après, mais Benjamin Pelletier, vous voulez ouvrir votre micro et après, je crois que c'est Bernadette et après Grant et après, on va vous libérer. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. J'avais fait un petit commentaire, je vais être très très rapide parce que je fais travailler souvent des étudiants sur les questions de gestion des risques, gestion de crise, sur les catastrophes aériennes et bien d'autres choses. Et on s'interroge beaucoup sur les points forts et les points faibles dans différentes sociétés pour gérer les risques et les crises. Et là, de façon très pragmatique, je me demandais, finalement, les cultures, on a du contact physique, comme la bise en France par exemple, on se touche le bras, l'épaule dans les pays du Sud, le hug aux États-Unis ou dans ces pays-là, est-ce qu'on n'a pas des points faibles de façon très, très pragmatique qui favorisent la diffusion ou contamination, alors qu'en Corée, au Japon, on a tendance à moins se serrer la main, à garder des distances, bon, sauf le soir, quand ils ont bu beaucoup d'alcool. Mais est-ce que c'est un facteur que vous avez étudié parce qu'il y a un dilemme sur la distanciation sociale? On a un défi, comment mettre en œuvre cet élément-là au niveau politique, sachant que tout simplement, cet été, j'ai des amis à Marseille qui m'ont expliqué qu'à Marseille, on avait oublié qu'il y avait un virus et que les gens se faisaient la bise, ils se serraient dans les bras comme s'il n'y avait rien. Et donc, il y a un gros point faible, notamment en France là-dessus. C'est quelque chose qui a été abordé éventuellement? Oui, pour le moment, on va le faire un peu plus aussi, les nombres de gens sur le mètre carré. Et les deux ensemble, parce que le Japon, c'est un peu contradictoire. On aime la distance, mais on est très serré sur l'espace qu'on a. On fait ce recherche en ce moment. Maintenant, on le met dans la dimension neutre et affective. Les affectifs, ça fait beaucoup de toucher, etc., etc. Je vais vous donner, si vous voulez, des résultats sur ça, mais on le fait en ce moment. J'ai une question rapide. Juste, vous arrêtez de partager l'écran, comme ça on vous voit en plein écran. Je veux juste rajouter quelque chose pour Benjamin. Bonjour. En fait, ça fait aussi partie des proxys qu'on veut utiliser pour les recherches, c'est-à-dire la densité de la population, est-ce qu'on se touche ou pas, et puis par exemple, le nombre, la taille des foyers, ça fait partie des proxys qu'on va calculer, mais comme disait Fons, effectivement, ça fait partie des affectifs et ou pas. Voilà. Je me tais. Bon, et Bernadette, pour l'avant-dernier commentaire, question? Bernadette Laberry, pardon, Bernadette, vous êtes encore là? Je regarde si elle est encore là. Ah non, elle est partie. Donc, je lis rapidement. Se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner, à quelle dimension et dilemme allez-vous associer? Je n'ai pas compris le premier part de votre phrase. Elle dit se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. On ne l'a pas discuté, mais c'est le contrôle interne, contrôle externe. Oui, c'est dans le livre. Et le livre va être aussi donné comme une présence, un présent sans payer trop. Et c'est peut-être une chose où on peut le revoir parce que ça prend un peu de temps, mais les cultures contrôle interne veulent aller bien sur les vaccins. Contrôle externe, on dit ne joue pas avec le corps, la vie. Faire des choses homéopathiques et peut-être pas le vaccin. Oui, Fons là a testé la communication indirecte à la hollandaise. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais en fait, il vous invite à acheter le livre. Voilà, ça m'est égal, vraiment. Okay. Il y a plus d'exemples dans le livre, quand même. Oui, et je vais remettre dans le chat ça pendant que Grant, il va poser une question ou il va faire une proposition. Grant du board de CIETA France. Donc, OK, un grand merci à France, Jérôme, c'était super. Je voulais juste savoir si vous étiez d'accord pour que je prenne une petite photo de famille pour les réseaux sociaux pour mettre sur le site de CIETA France. Sur la page Facebook.
Je ne Si vous êtes sais pas, d'accord, après Jérôme, 3, d'accord, mais honoré, honoré. Laurier, Oui. 3, 2, 1, parti. OK, merci. De rien, c'est un plaisir. Donc, et si quelqu'un a vraiment une question avant que je boucle la soirée, je vous laisse à vos loisirs. Quelqu'un veut poser une question, c'est le moment de les poser. Sinon, c'est moi qui reprends pour remercier nos invités. C'est bon? Bon, j'ai que à remercier. Ah oui, quelqu'un veut poser une question? Oui? Non? Excusez-moi, je pensais avoir entendu. Donc, je remercie sincèrement Jérôme et France de nous avoir accordé tout ce temps et cette intelligence accumulée depuis de longues années, grande expérience. Particulièrement, je remercie l'effort de France pour nous parler en français. C'était vraiment… C'était dur, mais j'ai essayé au moins. Hein, mais très bien, vous êtes très… On le fait en néerlandais. On va voir. Et il y a Vincent pour ça. Vincent, ça sera pour plus tard. Donc, mon néerlandais est beaucoup moins bon. Donc, je voulais juste vous rappeler qu'on a nos webinaires à venir. Donc, le mois prochain, normalement, c'était toujours le mercredi, à part décembre, qui est très exceptionnel. Ce n'est pas le dernier mercredi, c'est le mi-mardi. Mais le mois prochain, Philippe Pierre, le 15 décembre, avec Albin de Beau Repère, et le mercredi 27 janvier, Michel Soquet. Février, normalement, c'est Milton Bennett, et mars, c'est Joël Brown, et avril, c'est Ida Kazaragi, je crois pour l'instant. Certaines ont confirmé, mais on vous tiendrait au courant sur le site de CIETAR et nos sites Facebook et LinkedIn. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez écrire au secrétariat de CIETAR France. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter tous une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci Jérôme. Tot ziens. Tot ziens. Si vous